La servante écarlate, chapitre 6. Un pâté de maison après tout viande, De Glenn s'arrête, comme si elle hésitait sur l'itinéraire à suivre. Nous avons le choix. Nous pourrions rentrer tout droit, ou nous pourrions prendre le chemin le plus long. Nous savons déjà par où nous allons passer, car c'est la route que nous prenons toujours. J'aimerais passer par l'église, dit De Glenn, feignant la piété. Je réponds très bien, tout en sachant aussi bien qu'elle ce qu'elle veut vraiment. Nous marchons posément. Le soleil brille dans le ciel, il y a des nuages blancs floconneux, de ceux qui font penser à des moutons sans tête. À cause de nos ailes, nos œillères, il est malaisé de regarder en l'air, d'avoir une vue complète du ciel ou de quoi que ce soit. Mais nous y parvenons fragment par fragment, un mouvement rapide de la tête de haut en bas, de droite à gauche. Nous avons appris à voir le monde par hoquet. À droite, si l'on pouvait continuer par là, il y a une rue qui nous conduirait à la rivière. Il y a un hangar à bateaux où on rangeait les sculls, jadis, et les ponts, des arbres, des rives verdoyantes où on pouvait s'asseoir et contempler l'eau. Et les jeunes hommes aux bras nus qui levaient leurs avirons au soleil tout en jouant à gagner. Sur le chemin de la rivière se trouve l'ancienne maison des étudiants, utilisée maintenant à d'autres fins, avec ses tourelles de contes de fées, peintes en blanc, or et bleu. Quand nous pensons au passé, ce sont les choses belles que nous choisissons. Nous voulons penser que tout était ainsi. Le stade de football est par là aussi. C'est là que se tiennent les rédemptions pour les hommes, ainsi que les matchs de football. Ces derniers existent encore. Je ne descends plus la rivière, je ne passe plus de pont, je ne prends plus de métro, quoiqu'il y ait une station ici même. Nous n'avons plus accès, il y a maintenant des gardiens. Nous n'avons pas de raison officielle de descendre ces escaliers et de prendre les trains qui passent sous la rivière et pénètrent dans le cœur de la ville. Pourquoi voudrions-nous aller là-bas ? Ce serait avoir quelque complot en tête et ils le sauraient. L'église est petite, c'est l'une des premières à avoir été bâtie ici il y a des centaines d'années. Elle n'est plus utilisée sauf comme musée. À l'intérieur, on peut voir des portraits de femmes en longues robes sombres, les cheveux couverts de bonnets blancs, et d'hommes raides, vêtus de noir, et qui ne sourient pas. Nos ancêtres. L'entrée est gratuite. Nous n'entrons pas, pourtant, mais restons sur le chemin à regarder le cimetière. Les vieilles tombes sont toujours là, patinées, assez fritées, avec leurs crânes et leurs os croisés, memento mori. Leurs anges à visage mollasse, leurs sabliers ailés, qui nous rappellent la fuite du temps, et, datant d'un siècle plus ancien, leurs urnes et saules pleureurs, symboles de deuil. Ils n'ont pas bricolé les tombes, ni l'église. C'est seulement l'histoire récente qui les dérange. De Glenn a la tête inclinée, comme si elle priait. Elle le fait chaque fois. Je me dis que peut-être il y a quelqu'un ici, quelqu'un de cher qui a disparu, pour elle aussi. Un homme, un enfant. Mais je peux le croire, mais je ne peux le croire tout à fait. Je la considère comme une femme chez qui le moindre geste est fait pour la galerie, qui joue plutôt qu'elle n'agit vraiment. Elle fait cela pour paraître exemplaire. Elle veut s'en tirer le mieux possible. Mais c'est l'impression que je dois lui donner, moi aussi. Comment pourrait-il en être autrement ? Maintenant, nous tournons le dos à l'église, et voici ce qu'en vérité nous sommes venus voir, le mur. Le mur est vieux, de centaines d'années, lui aussi, ou de plus d'un siècle au moins. Comme les trottoirs, il est en briques rouges, et a dû un jour être simple mais beau. Maintenant, les portes sont flanquées de sentinelles, et il est surmonté de nouveaux projecteurs hideux fixés sur des poteaux métalliques. Il y a du fil barbelé le long de sa base et des éclats de verre fichés dans le béton le long de sa crête. Personne ne franchit ces portes de son plein gré. Les précautions concernent ceux qui essaieraient de sortir, quoique parvenir jusqu'au mur en venant de l'intérieur, malgré le système d'alarme électronique, serait quasiment impossible. À côté de la porte principale, il y a 6 corps de plus, pendus par le cou, les mains liées devant eux, la tête fourrée dans un sac blanc incliné de côté sur l'épaule. Il y a dû avoir une rédemption d'hommes tôt ce matin. Je n'ai pas entendu les cloches. Peut-être en ai-je pris l'habitude. Nous nous immobilisons ensemble comme à un signal et restons à regarder les corps. Cela ne fait rien que nous regardions.
Nous sommes censés les voir. C'est pour cela qu'ils sont là à pendre sur le mur. Parfois ils y restent plusieurs jours, jusqu'à ce qu'arrive une nouvelle fournée, pour autant de gens que possible, pour qu'autant de gens que possible aient l'occasion de les voir. Ils sont suspendus à des crochets qui ont été fixés dans les briques du mur à cette fin. Tous ne sont pas occupés. Ils ressemblent à des prothèses pour manchots ou à des points d'interrogation d'acier retournés et inclinés de côté. Le pire, ce sont les sacs qui recouvrent les têtes. Pire que ne seraient les visages eux-mêmes. Cela fait ressembler ces hommes à des poupées dont on n'aurait pas encore peint le visage, à des épouvantails. Ce que dans un sens ils sont, puisqu'ils sont là pour épouvanter. Ou encore comme si leurs têtes étaient des sacs bourrés d'un quelconque matériau indifférencié, de la farine ou de la pâte. C'est la lourdeur manifeste des têtes, leur vide, la manière dont la pesance les tire vers le bas, et qu'il n'y a plus de vie pour les redresser. Ces têtes sont des héros. Pourtant, si on les regarde avec insistance comme nous le faisons, on peut distinguer le dessin des traits sous le tissu, comme des ombres grises. Ces têtes sont des têtes de bonhommes de neige, d'où les yeux en charbon ou le nez en carotte seraient tombés. Les têtes fondent. Mais sur l'un des sacs, il y a du sang qui a suinté à travers le tissu blanc, là où devait se trouver la bouche. Cela forme une autre bouche, petite et rouge, comme les bouches peintes au gros pinceau par les enfants de maternelle. Une vision enfantine d'un sourire. En fin de compte, ce qui retient l'attention, c'est le sourire de sang. Car après tout, il ne s'agit pas de bons hommes de neige. Les hommes portent des blouses blanches, comme celles que portaient les médecins ou les savants. Médecins et savants ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais on a dû faire une rafle ce matin. Chacun a un placard suspendu autour du cou pour indiquer pourquoi il a été exécuté. Le dessin d'un fœtus humain. Donc ils étaient médecins dans le temps d'avant, quand pareille chose était légale, des faiseurs d'anges, les appelait-on. Ou était-ce autre chose ? On les a retrouvés grâce à des recherches dans les archives des hôpitaux, ou plus probablement, puisque la plupart des hôpitaux ont détruit leurs archives dès que ce qui allait arriver s'est précisé grâce à des informateurs, des infirmières peut-être, ou deux d'entre elles, puisque le témoignage d'une seule femme n'est plus recevable, ou par un autre médecin espérant sauver sa propre peau, ou par quelqu'un déjà inculpé qui voulait compromettre un ennemi qui a parlé au hasard, dans une tentative désespérée de sauver sa peau, quoique les informateurs ne soient pas toujours graciés. Ces hommes, nous a-t-on dit, sont comme des criminels de guerre. Que ce qu'ils ont fait fût légal, à l'époque, n'est pas une excuse. Leurs crimes sont rétroactifs. Ils ont commis des atrocités et doivent devenir des exemples pour les autres. Pourtant, cela n'est guère nécessaire. Aucune femme, dans son bon sens aujourd'hui, ne chercherait à prévenir une naissance, à supposer qu'elle ait la chance de concevoir. Ce que nous sommes supposés ressentir envers ces corps, c'est de la haine et du mépris. Ce n'est pas ce que j'éprouve. Les corps pendus au mur sont des voyageurs du temps, des anachronismes. Ils sont venus du passé. Ce que j'éprouve à leur égard, c'est du vide. Ce que je ressens, c'est que je n'ai le droit de rien ressentir. Ce que je ressens est en partie du soulagement, car aucun de ces hommes n'est Luc. Luc n'était pas un médecin. N'est pas médecin. Je regarde l'unique sourire rouge. Le rouge de ce sourire est le même que celui des tulipes du jardin de Serena Joy, vers la base des tiges, là où elles commencent à cicatriser. Le rouge est le même, mais il n'y a pas de rapport. Les tulipes ne sont pas des tulipes de sang, les sourires rouges ne sont pas des fleurs, aucune des deux choses n'explique l'autre. La tulipe n'est pas une raison de ne pas croire en l'homme pendu, et réciproquement. Chacune de ces choses est convaincante, chacune existe réellement. C'est à travers un champ d'objets convaincants tels que ceux-là que je dois me frayer un chemin tous les jours et à tous les égards. Je me donne beaucoup de mal pour faire ce genre de distinction, j'ai besoin de les faire. Il faut que ce soit au clair dans mon propre esprit. Je sens un frémissement chez la femme qui est à mes côtés. Est-ce qu'elle pleure ? En quoi cela pourrait-il la faire paraître exemplaire ? Je peux me permettre de le savoir. Je remarque que j'ai les mains crispées, serrées autour de l'anse de mon panier. Je ne laisserai rien paraître. L'ordinaire, disait tante Lydia, c'est ce à quoi vous êtes habitués.
Ceci peut vous paraître ordinaire maintenant. Ceci peut ne pas vous paraître ordinaire maintenant. Mais cela le deviendra après un temps. Ça deviendra ordinaire.